Tout a commencé par une jeune femme de 25 ans qui était extrêmement frustrée de ne pas trouver de produits adaptés à sa texture de cheveux. J'ai commencé à faire des produits pour les copines, ensuite pour les collègues. Et un jour, je me suis dit, mais comment on lance une marque? Il faut bien se rendre compte que Secret de Loli, c'est pas juste des produits cosmétiques, c'est pas juste des produits capillaires. C'est l'histoire de quelqu'un qui essaye de graver dans la roche pour d'autres aussi que c'est possible, c'est réalisable. On peut partir de France, on peut partir de rien, on peut partir sans diplôme et réaliser quelque chose de plus grand. Et en 2019, on fait 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires comme ça. Je ne vais pas sortir de ma boîte tant que je ne serai pas le leader européen, voire un peu plus. Et au-delà de ça, la marque a quoi? 25 produits. Je fais 35 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 25 produits. Donc en fait, rendez-vous compte que face à L'Oréal qui a des centaines de références, moi j'ai vraiment encore beaucoup de travail. Voilà, donc je propose maintenant, Kelly, si tu peux nous rejoindre, on peut l'applaudir. Est-ce que tu veux t'installer quelque part? Nous, on avait pensé que quand même tu pourrais présider. Ah, au milieu. Ah bah voilà. Ok. Sauf si tu veux autre chose. Hein. Non, c'est très bien. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil. Je suis ravie d'être parmi vous. Moi, ça me fait extrêmement plaisir toujours de pouvoir partager mon expérience qui commence à devenir une longue expérience, presque un tiers, plus d'un tiers de ma vie autour de l'entrepreneuriat et de cette particularité qu'a les Secrets de Loli de ne pas juste être une marque née en marque blanche, mais d'être une marque qui peut couvrir différents pans de l'industrie. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer, un peu comme tu l'avais fait à Arcachon, comment tout a commencé? Parce que c'est toujours intéressant ça. Tout a commencé par une jeune femme de 25 ans qui était extrêmement frustrée de ne pas trouver de produits adaptés à sa texture de cheveux, qui s'est posé des questions d'abord, mais qui était aussi surtout une salariée aussi insatisfaite et qui s'ennuyait un petit peu. Donc du coup, le week-end et le soir, je me suis prise de passion pour les cosmétiques. Je me suis prise de passion pour les cheveux bouclés, frisés, crépus. Et A plus B ont fait qu'un jour, j'ai commencé à faire des petites tambouilles dans ma cuisine. Et je me suis rendu compte que le résultat, en fait, était bien plus satisfaisant que les produits qu'on nous vendait au supermarché. Donc tu as un côté chimiste. Eh ben, c'est pas que j'ai un côté chimiste, c'est qu'aujourd'hui, je suis la formulatrice de la marque. Tu apprends ça, toi. Désolée. Non, mais voilà, on avait répété. Hein, Voilà, j'ai commencé. La blague Voilà, était ça y est, prévue. d'accord. Donc, je me suis prise d'amour pour la formulation cosmétique, effectivement. Et donc, à force de rester dans ma cuisine, de faire différents produits, j'ai commencé à faire des produits pour les copines, ensuite pour les collègues. Et un jour, je me suis dit, mais comment on lance une marque, finalement? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à poser des questions, à découvrir en tout cas l'industrie donc de la cosmétique, en posant des questions à des associations comme l'association Cosmed, par exemple, ou bien en me dirigeant vers... Ça fait quoi, Cosmed? Alors Cosmed, c'est une association donc indépendante donc de la cosmétique qui a tendance à... avec un groupement où plein d'acteurs de la cosmétique en font partie. Et donc, quand tu te diriges vers eux, ils peuvent éventuellement te diriger vers les bonnes personnes. Mais il y a aussi la Cosmétique Valais, dont je suis maintenant membre conseil d'administration. Donc, je suis un petit peu surprise aux côtés de L'Oréal, l'Occitane ou d'autres, qui se trouvent donc en Normandie, parce que le berceau de la cosmétique française est en Normandie. Donc il y a un pôle, donc, notamment avec donc, l'industrie, en particulier les usines et beaucoup d'acteurs de la cosmétique. Et donc ça s'appelle la Cosmétique Valais. Donc la Cosmétique Valais et Cosmed à l'époque m'ont donné quelques recommandations de personnes qui auraient pu répondre à mes questions, et notamment un chimiste qui s'appelle Claude Lucas. Et Monsieur Robert, à l'époque, qui était professeur à l'université. Et donc, j'ai rencontré Claude Lucas un jour. Je lui ai montré donc, mes petites formules que je faisais dans ma cuisine. Et il m'a dit, c'est de niveau qualité et visuel et texture, c'est d'un niveau professionnel, voire supérieur à ce que je vois sur le marché actuellement. Donc, il faudrait fortement te lancer. Et arrête de me poser des questions, parce que si tu t'es pas lancé avant telle date, je crois que c'était février 2009, bah, j'arrêterai de répondre à tes questions en fait. J'ai eu le petit coup de pied aux fesses qu'il fallait. Et c'est comme ça que un soir, j'ai déposé le nom
Secret de Loli donc, sur l'ENPI et ainsi que le nom de domaine et que j'ai commencé à faire mon petit site internet pour pouvoir vendre à terme mes produits. Avec du test and learn dans une cuisine, avec tout ça, avec beaucoup de lectures aussi, non? Beaucoup de lectures, pas sur les forums français, puisqu'à l'époque, Aromazone ne vendait que 30 huiles végétales et huiles essentielles. Donc en fait, le principal de l'information, le principal des ingrédients, des actifs, des pots, des contenants et des astuces se trouvait surtout sur les sites anglophones, que ce soit US ou UK. Donc pas mal de test and learn et puis un budget de 1 500 € qui était mon 13e mois à la sécurité sociale. Bravo, bah, vous voyez ce qu'on peut faire avec la sécurité sociale quand même. Et alors, à un moment, ça a décollé. En fait, ça a décollé tout de suite dans le sens où les 1 500 € ont donné 7 500 € au bout de 2 mois. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Je suis allée voir une banque et ma banquière m'a dit, mais je comprends pas, il y a des shampoings en supermarché. Et je lui ai dit, oui, mais les shampoings, ils sont pas vraiment adaptés, ça, ils marchent pas vraiment. Bah, je comprends pas en fait. Il y a L'Oréal qui s'en occupe. Je dis non, voilà. Et on m'a dit, ben non, je ne peux pas vous prêter, par exemple, pour acheter de la matière première ni des contenants. Par contre, je veux bien vous prêter 10 000 € pour acheter une voiture. Mais j'ai pas le permis, madame. J'ai pas besoin de voiture, en fait. Donc, j'ai compris, en fait, que c'était pas forcément le système bancaire qui allait pouvoir m'aider. En plus, on comprenait pas trop parce que j'étais salariée. Donc voilà, donc j'ai continué à avancer en autofinancement. Parce que Secret de Loli, c'est une boîte qui a fonctionné donc, de 2009 à 2022 en autofinancement, où en 2022, on a fait rentrer un fonds d'investissement qui s'appelle Kilvest Partner, qui est un fonds qui a pris des parts minoritaires dans l'entreprise. Mais avant ça, que ce soit les banques ou que ce soit BPI, BPI à l'époque, pareil, j'étais allée les voir en 2018. En 2018, je leur ai dit, bah voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On a signé nos premiers distributeurs. On voudrait faire un peu plus d'1 million € de chiffre d'affaires, mais on a besoin de soutenir la croissance. On a besoin pour ça d'acheter du stock, de la matière première, etc. etc. Et on nous avait dit, on avait besoin de 100 000 € à l'époque. Et on nous avait dit, on ne peut pas vous prêter 100 000 €. Par contre, vous correspondez à telle taille dans l'industrie, à telle case pour tel programme. Par contre, on peut vous en prêter 300. Mais vous savez qu'on se porte garant personnellement chez BPI, vous savez, en tant qu'entrepreneur. Je leur ai dit, bah non, en fait, je ne vais pas m'engager sur 300 000 € alors que j'ai besoin de 100 000 €. Et on m'a dit, mais c'est pas grave, vous ferez un remboursement anticipé des 200 000. J'ai dit, bah en fait, non, je vais faire 100. Et donc, c'est comme ça qu'en 2018, un petit peu teigneuse que je suis, j'ai dit, bah, je vous emmerde tous, je vais avancer et puis on va continuer et on va le faire. Et en 2018, ils me disent ça. Et en 2019, on fait 1,8 million € de chiffre d'affaires, comme ça. Comme ça, facile. Facile. Alors, je me rappelle bien, à Arcachon, tu avais dit quelque chose qui avait intéressé la communauté du Made in France, parce que tu sais qu'on est tous militants en disant « ouais, il faut produire en France, etc. » Sauf que, bah, toi, tu as bien essayé au début, mais ça n'a pas été si simple que ça. Hein, et je pense que c'est peut-être un message aussi pour les militants que nous sommes. Il y a des moments, il faut aussi qu'on sache s'ouvrir à des jeunes, à des nouveaux projets, parce que sinon, après, ils peuvent partir. Alors celui-ci, il n'est pas parti bien loin, mais il est parti quand même. Il est parti quand même, effectivement. Je me rappelle toujours dans cette volonté de grandir et de fabriquer plus et d'accélérer la croissance. Donc j'ai fabriqué à la main l'intégralité de la gamme jusqu'à 2015. C'est simple. J'ai commencé à prospecter et à me dire, bon, c'est pas tout, mais faire toute la journée des shampoings, finalement, je suis manutentionnaire, en fait. Donc, je fais les formules, ensuite, je fabrique, ensuite, je fais le remplissage, l'étiquetage et j'envoyais les colis. Donc, j'ai trouvé d'abord un logisticien, d'accord, au début, et puis ensuite, je me suis dit, je vais chercher peut-être une usine à qui je vais confier mes formules, et elles vont faire des plus gros batchs, parce que moi et mon assistante au labo, ça commence un peu à tirer. Je me rappelle, mon oncle, à l'époque, était encore en vie, et donc, soit il fabriquait et j'étiquetais, en tout cas, on faisait les 3-8 à 3, comme ça, on ne lâchait pas l'affaire. Donc, j'ai commencé à prospecter, à appeler des usines. Vous savez, vous allez bêtement dans Google ou sur le site de Cosmétique Valais, vous regardez usine, et puis vous cherchez, et puis vous commencez à appeler, à envoyer des emails.
Et à l'époque, en fin 2014, début 2015, j'ai eu 100% de refus de la part de l'intégralité des usines françaises que j'ai contactées pour différentes raisons. Soit on ne fait pas dans le naturel, soit on était une entreprise trop jeune, soit on ne respectait pas les MOQ. Et les MOQ, les minimums de quantité à produire, à l'époque, ils étaient en moyenne, c'était des séries de 10 000 en moyenne, d'accord. Donc c'était entre 10 et 12 000 produits à l'unité sur une référence. Et à l'époque, j'avais 10 références, donc ce n'était pas possible pour moi d'investir sur ce stock-là. D'où la demande à BPI de « j'ai besoin de, s'il vous plaît, pour pouvoir payer le stock ». Donc j'ai reçu 100% de refus. Et puis j'ai envoyé un email au hasard un samedi matin, je me rappellerai toujours, à une usine. Et j'avais même pas calculé où est-ce qu'ils étaient à peu près. Et j'ai reçu un appel avec un fort accent qui venait de Bertrix, en Belgique, à 40 km de la frontière franco-belge, et qui m'a dit bon, c'est un peu petit, vous avez besoin de combien d'unités? Je dis je sais pas, 2000 par unité. Et il me dit venez tantôt nous voir un petit peu et puis on va en discuter. Et puis je suis arrivée à l'usine et ouais, tantôt. Déjà être rappelé un samedi. Ouais. Déjà, je me suis dit oula, dans quoi je tombe quand même, parce que j'avais l'habitude du lundi vendredi. Et finalement, j'y vais. Et non seulement ils ont accepté de baisser les minimums de quantité pour moi, on se baladait dans l'usine et je me rappelle que Jean-Pierre Guy Bromont, je me rappelle bien de son nom, qui a pris sa retraite depuis de cette usine, qui est aussi une usine pour L'Oréal notamment, et pour d'autres marques, passe et me montre les cuves, et les cuves sont énormes, c'est forcément du 10 000 unités, celle-là elle fait 24 000 unités, donc vous êtes sur du 2 tonnes 4, vous dites ok d'accord, est-ce qu'un seul jour seulement, si j'en remplis une comme ça, je la remplis pour 10 ans. Et puis il me dit écoutez, on va essayer de faire quelque chose pour vous. Et il regarde son numéro 2 et il lui dit tu te souviens de la petite machine là qu'on a là au fin fond du hangar qui n'a pas servi depuis 10 ans presque. Il dit on va la ressortir cette petite cuve là de 100 kilos. Vous voyez, 100 kilos. Et puis on va la dépoussiérer et puis on va la remettre au goût du jour pour vous. Et donc ils ont accepté de faire des 2000 unités pour moi, me permettant ainsi donc d'industrialiser la moitié des produits et de me dégager du temps pour aller prospecter commercialement et établir la marque. Vive la Belgique, quoi. Bon, Gilles Attaf, qu'est-ce que c'est que cette histoire Made in France? Moi qui pensais que Made in France c'était toi. Oui, mais tu sais, au-delà du Made in France, la fidélité, ça a beaucoup de vertus pour moi. Et le fait que, aujourd'hui Kelly continue avec cette usine parce que c'est l'usine qui l'a aidé à démarrer, je trouve ça aussi vertueux que de fabriquer en France. Donc voilà pourquoi... Cet homme est de mauvaise foi. Alors oui, effectivement, je continue à fabriquer donc à l'usine. Je suis devenue le premier client en volume, le premier client en chiffre d'affaires, le troisième client en volume, ou l'inverse, je confonds toujours. Et pendant le Covid, cette usine a accepté de rester ouverte pour moi. Et donc ils assuraient une permanence de 1 à 2 jours par semaine pour que je ne manque pas de stock. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2019 et 2020, l'année du Covid, je suis passée de 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires à 5,5 millions, parce que c'était un avantage concurrentiel par rapport aux autres, parce que les autres avaient les usines fermées, il n'y avait pas de stock, et donc quand Monoprix en fait appuyait sur un bouton, nous on les livrait, alors que les autres ne pouvaient pas. Donc je les lâcherai pas comme ça. Bien joué, bien joué. Et au passage, comme quoi la prise de risque initiale, ça génère de la fidélité. Alors, il y a une fidélité. Après, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Pierre a pris sa retraite. Il a confié un nouveau numéro 1. Et le numéro 2, se sentant pas forcément plus à l'aise, est venu travailler chez moi. Et c'est mon responsable aujourd'hui, chargé de l'industrialisation. Voilà. Donc la fidélité, oui, paye toujours. Ouais, ça paye toujours. Bon, on va quand même prévenir les gens de Généo qu'à tout moment, ils peuvent devenir immédiatement se faire embaucher ce soir. C'est possible. Ok, donc tout ça, ça décolle. Un petit peu... Maintenant, t'en es où des répartitions de production tu dis la Belgique reste quand même, en tout cas l'usine de départ. En fait, ce qui se passe, c'est que je refuse de retirer le pain de la bouche de ceux qui m'ont aidé. Donc en fait, l'intégralité de tous les produits qui ont été créés et formulés jusqu'en 2022 reste chez eux. D'accord. Et toutes les nouveautés qui sont sorties depuis ont été dispatchées dans différentes usines, notamment Sifac,
Oui, c'est ça, SICAF, pardon, en France. Donc voilà, le plan, le but étant d'équilibrer, parce que quand vous levez des fonds, on vous dit « Ah, mais si l'usine brûle !» Je dis « Bah, ah, ok, on va en chercher une autre. » Mais j'ai envie de dire, si je fabriquais 100% made in France sur une usine, ce serait pareil aussi. Et du coup, on a dispatché... Le but étant effectivement de dispatcher entre plusieurs usines en France et de ne pas donner l'intégralité de nos produits à la même entreprise. Parce que également, enfin, Faut sécuriser le risque. Et justement, est-ce que parce que c'est un succès tel que tu es aussi sorti des frontières, comment ça se passe justement ce passage à l'échelle, le fait de gagner des nouveaux marchés, tout Chez ça. nous, le Made in France, c'est très important, il est très symbolique, mais sincèrement, quand vous êtes dans du Made in Europe ou dans du Made in Belgium, je peux vous dire que le niveau de qualité est le même. Donc, pour ouvrir les pays, ce n'est pas une difficulté, surtout qu'on est obligé de passer au bout d'un moment en étiquette européenne. Donc, on doit avoir l'intégralité des langues et des packaging traduits ou ce genre de choses-là. Ouais. Et alors ça, c'est sur la partie production. Et sur la partie distribution, comment ça s'est passé justement le fait que tu vendes en ligne et puis après... La vente en ligne est un reflet effectivement de là où on pourrait éventuellement aller ouvrir des pays. Donc nous, ce sont des indicateurs et des marqueurs qui sont forts. Mais tu vois les clients d'où ils voilà, d'où ils commandent, où est-ce qu'on livre aussi. Donc ça nous permet de voir quelles étaient les zones. Donc c'est là où on a compris qu'on n'allait pas vendre qu'en France au début, mais qu'on allait fortement pousser la Belgique. Ensuite, on a fortement poussé la Suisse. Et c'est comme ça en fait qu'on a commencé à européaniser la distribution. Et puis ensuite, on a pris du recul et on a regardé le marché. Et là où il y avait le plus de cibles potentielles, pour nous, c'est notamment l'Espagne qu'on a ouvert à partir de septembre l'année dernière. Donc on a géolocalisé un petit peu nos recherches comme ça. Le but étant aussi d'avoir le triptyque de distribution qu'on a. C'est-à-dire qu'on a pris des pays, enfin des pays sœurs, j'allais dire, mais des pays frères, qui ont le même type de distribution que nous avons en France, c'est-à-dire le triptyque entre le e-commerce, la pharmacie et la parfumerie sélective. Vous êtes dans le sélectif, et ce sont ces pays-là qu'on ouvre en priorité pour pouvoir dupliquer le modèle qu'on a fait en France, qui a fait en 2024 plus de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. D'accord. Et c'est quoi l'objectif ? Parce qu'on lit plein de rumeurs en ce moment sur les réseaux sociaux. Kelly Mason va vendre, va pas vendre, machin. Tu as d'ailleurs fait une petite mise au point. Je suis très content que tu l'aies faite avant de passer ici parce que... Ça t'a évité de toi de te je ne me serais pas pris... enfin voilà, sinon après, il serait encore moqué de moi, monsieur à ta gauche. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que Secret Loli, ce n'est pas juste des produits cosmétiques, ce n'est pas juste des produits capillaires. C'est l'histoire de quelqu'un qui essaye de graver dans la roche pour d'autres aussi que c'est possible, c'est réalisable. On peut partir de France, on peut partir de rien, on peut partir sans diplôme et réaliser quelque chose de plus grand. Et surtout, on peut... stratégiquement avoir une boîte rentable qui scale en France. Et ensuite, là, ce que j'essaie de démontrer, c'est le scale à l'international. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui fonctionnent très bien, qui se sont mangées la porte de l'international. Donc, pour moi, il était important de me faire épauler d'un fonds avec une envergure plus internationale. Ça se passe très bien avec Quilvez Partenaire, c'est une histoire d'amour qui se passe très très bien, mais l'entreprise a besoin de prendre de la hauteur et de couvrir le plus de pays possible. Ce qu'ont révélé en fait les études de marché, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de leader du cheveu texturé en Europe. Les Américains sont restés en Amérique, ils se sont mangés après le Covid. Ils ont arrêté l'export et surtout ils n'avaient pas pris suffisamment encore l'étendue de la vague du naturel. Aromazone est le numéro 1 aujourd'hui, préféré des Français, notamment dans la beauté, parce que c'est du naturel. Et ça, personne ne l'a vu venir. Moi, je l'ai vu venir il y a très longtemps, l'arrivée du monde naturel. Mais on n'a pas de leader aujourd'hui européen. Et je veux devenir ce leader européen. Donc en fait, je ne vais pas sortir de ma boîte tant que je ne serai pas le leader européen, voire un peu plus. Donc voilà, je n'ai pas fini mon travail. J'ai pas fini mon travail ici en France, il ne faut pas croire, parce que même si on atteint un chiffre d'affaires qui est conséquent en France, mais j'ai pas fini le travail en Europe.
Et au-delà de ça, la marque a quoi? 25 produits. Je fais 35 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 25 produits. Donc en fait, rendez-vous compte que face à L'Oréal qui a des centaines de références, moi j'ai vraiment encore beaucoup de travail pour couvrir l'étendue de ce qui se passe dans le secteur capillaire. On n'a pas encore ouvert tous les marchés, on n'a pas encore ouvert tous les segments, on n'a pas allé dans la profondeur des gammes. Donc là, j'ai ouvert l'enfant, qui nous dit que je n'ouvrirai pas l'homme, qui nous dit que je n'ouvrirai pas la coloration, l'anti-chute, etc., etc. Mais j'en suis même pas à 30% du programme qui est dans ma tête et qui est le plan que je veux faire. Donc on va arrêter de me pousser vers la sortie. Il n'y a pas que les zéros sur mon compte en banque. Il y a le nombre de pays que je veux ouvrir et le nombre de références, parce que je vous rappelle surtout que à l'origine, ma passion, c'est la formulation cosmétique. Donc tant qu'il y aura encore des produits à faire qui peuvent sortir de là, moi je serai toujours là. Parce que c'est comme ça, en fait. Alors, on sent bien l'ambition. Hein. Je pense que l'ambition, d'ailleurs, c'est un mot qui n'a plus très bonne presse en France. Et vous voyez que quand c'est incarné de cette façon, bah, ça marche. Quoi. Donc c'est peut-être aussi une question qu'on doit se poser, nous, comment réhabiliter cette ambition? Comment est-ce que toi tu vis ça? Alors je pense que quand on est ambitieuse, on l'est et on ne se pose pas cette question. Mais autour de toi, c'est quoi ton œil d'entrepreneuse qui regarde les autres, mais aussi maintenant d'investisseuse? Ce que je pense, c'est que l'ambition, effectivement, est devenue une insulte et un gros mot. On vous dira que vous avez la grosse tête, on vous dira que vous avez melon, vous êtes prétentieux. Mais en fait, il ne faut pas confondre ambition et piétiner les autres. Aujourd'hui, il y a une place à prendre. Je n'ai pas dit que j'allais éliminer quelqu'un sur la carte. Ce que je dirais, c'est que mon ambition à moi, je l'ai pour moi, je l'ai pour ma boîte, mais je ne l'ai pas que pour moi. Je l'ai aussi pour toutes les personnes que je rencontre. C'est pour ça que je suis devenue investisseuse. C'est pour ça aussi que j'ai de l'ambition pour mes employés, mais j'ai aussi de l'ambition pour toutes les personnes que je côtoie et toutes les personnes aussi que je côtoie en tant que présidente de l'association Les Premières. J'ai de l'ambition pour les gens. Parfois, vous savez, c'est bien aussi de s'entourer de gens, et c'est le cas de Kim, qui ont parfois des... Qui est arrivé finalement. Bonsoir Kim, je pense qu'on peut l'applaudir. Parfois, il est important de s'entourer de gens qui ont parfois une vision encore plus grande pour vous que vous l'avez pour vous-même. Et moi, j'ai eu de la chance d'être entourée de gens qui ont su reconnaître mon potentiel. Et autour de moi, il y a quelque chose que je sais faire, c'est repérer le potentiel des gens. Et parfois, ils n'ont pas forcément l'ambition, mais à force d'être à mes côtés, en fait, ils changent leur point de vue et se disent que c'est possible, qu'eux aussi peuvent faire. Et en fait, c'est là où on voit qu'il y a je dirais pas des destins qui changent, mais des prises de conscience. Et moi, mon travail aujourd'hui, en passant par la télé ou autre, c'est de dire aux gens, d'avoir cette prise de conscience que le métro, boulot, dodo, reproduisez-vous et mourrez, ben en fait, il y a autre chose aussi, si vous voulez, vous pouvez l'explorer. Non, mais je suis désolée, si linéairement, c'est extrêmement triste. Puis en plus, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus faire d'enfants. Donc, je vous dirais, ils ne veulent plus boire non plus. Donc, en fait, il y a un moment où peut-être qu'ils veulent s'épanouir et s'éclater en créant quelque chose autre que des enfants et en créant des entreprises, en participant à l'industrie, en participant à construire, je ne dirais pas forcément un monde meilleur, mais en tout cas un monde plus équilibré. D'ailleurs, il est démontré que c'est parce qu'ils ne boivent plus qu'ils ne se reproduisent plus. C'est possible. L'alcool fait faire des enfants, je vous le rappelle. Donc, c'est démontré, enfin pas encore, mais je suis sûr qu'on va pouvoir le faire. Voilà. Donc, ce que tu dis, c'est que l'ambition, ça s'apprend. L'ambition, c'est un muscle et qui se transmet. En fait, c'est même un virus qui peut être très contagieux. Et donc, il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y a de plus en plus de personnes qui deviennent, qui commencent à avoir un mindset aussi d'intrapreneur aussi, parce qu'il n'y a pas juste être entrepreneur, il y a être intrapreneur. Donc, je pense que c'est quelque chose de contagieux. On a l'impression que c'est à la mode, parce que tout le monde se dit à son compte, tout le monde se dit entrepreneur. Il y a être entrepreneur et ensuite il y a être chef d'entreprise. Il y a plusieurs étapes de maturité à ça. Moi, j'étais auto-entrepreneuse, donc voilà. Je suis devenue entrepreneuse et puis maintenant, je suis chef d'entreprise. Ouais. Tout à fait. Et, oui.
C'est comme les Pokémon, on évolue. Non, je voulais juste te poser une petite question, parce que maintenant, tu es devenu un personnage public, du fait, du fait que tu sois dans Qui veut être mon associé. Et je voulais savoir comment tu vivais cette exposition, et surtout, est-ce que c'est pas trop dur de prendre, aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux sociaux, des retours qu'on peut avoir, et je voulais voir comment toi, tu arrivais à gérer ça et à le vivre, parce que j'imagine que ça ne doit pas être simple. Là, tu as pris la parole là, justement pour remettre un peu l'église au milieu du village sur le fait que tu gardes ta société, mais que tu as fait rentrer un fonds d'investissement, mais qu'il n'en a aucun cas tu veux lâcher la bride. Mais je voulais voir comment toi, tu arrivais à gérer ça, parce que je pense que ça doit être encore plus dur lorsqu'on a une exposition un peu médiatique comme tu peux l'avoir aujourd'hui, et surtout quand on annonce sur tous les réseaux que tu as réussi à avoir une boîte avec une valorisation qui est assez exceptionnelle. En France, on dit toujours on n'a pas de boîtes qui sont valorisées là aujourd'hui. On peut peut-être annoncer à peu près la valorisation de ta société, mais c'est assez impressionnant ce que tu as réussi à faire en peu de temps. Donc je te laisse répondre. Effectivement, on est sur une valorisation qui est entre 160 et 180 millions, on n'a pas le droit de donner les chiffres. Moi, les chiffres ne me font pas peur et je suis insensible aux chiffres, je vous le dis, parce que je pense que ce sont nos propres limites qu'on se met qui font qu'on atteint des paliers. Donc à partir du moment où j'ai décidé de devenir une marque nationale, dans ma tête, je ne me suis pas dit, tiens, on va faire 10 millions et puis ça y est, c'est un objectif. L'objectif, c'est de voir jusqu'où on peut aller. Et il faut surtout ne pas s'effrayer, ne pas se rendre compte des chiffres. Sinon, vous savez, c'est comme quand vous êtes au bord d'une falaise. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait demi-tour cet été. Je me suis retrouvée dans un virage sur un truc. J'ai pilé, je me suis arrêtée au milieu de la truc parce que j'ai vu le bord. Ben, c'est la même chose avec les chiffres. Il faut rester concentré, il ne faut pas perdre d'argent. Mais il faut faire attention à ne pas avoir la tête qui tourne. Est-ce qu'avoir une boîte à plus de 150 millions de valo, c'est une belle étape? Oui. Mais je ne quitte jamais des yeux l'objectif final, qui est à minima que cette boîte, elle peut valoir 500 millions. Donc, il faut rester focus et il faut continuer. Est-ce que, pour moi, l'exposition médiatique, vous savez, ça n'a aucun impact sur les décisions que je prends. Ça n'a aucun impact sur la façon dont je me comporte. La personne que vous voyez là, c'est la personne qui est comme ça dans le privé. Je vous répondrai toujours de la même façon. Si je suis énervée, je vous répondrai toujours de la même façon. Et si je suis très heureuse, je vous aimerai de la même façon en public. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que l'authenticité est aujourd'hui un vecteur qui est très important et qui permet de différencier les uns des autres. Être droit dans ses baskets, c'est très très important. Ne pas tourner et virevolter avec le vent. Un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche. Non, pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et surtout, avec moi, vous n'êtes jamais déçus. Il n'y a pas de surprise, vous n'êtes jamais déçus. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, ils se comportent d'une certaine façon en public, puis en privé, ils sont vice-versa, et puis après vous vous retrouvez avec des balances de la start-up et « Oh, je suis choquée, en fait, c'est une bitch !» Non, en fait, je serai avec vous pareil, et je suis pareil au travail, je suis pareil avec mon mari et mes enfants. C'est très, très important, parce que comme ça, vous ne verrez jamais un titre, vous voyez, qui surprend. Parce qu'en fait, les gens se disent, mais on n'est pas surpris. Kelly elle a fait un post où elle dit qu'elle n'est pas contente, voilà, mais c'est Kelly. Et en fait, c'est ça qui est très important pour moi. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent depuis pas mal d'années, qui m'ont connue dans les débuts de mon business et maintenant, et qui disent, mais en fait, tu es exactement la même personne, tu as juste plus de zéro sur ton compte en banque. Donc pas nécessairement chercher, en tout cas à tout prix, à plaire, que ça soit quand tu fais tes produits, quand tu fais ta communication, quand tu t'exprimes. La sincérité, l'authenticité, on a quand même la chance à notre époque d'avoir la capacité à le faire et dans certains cas, ça marche. J'irai plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui, après que l'industrie ait imposé des codes aux femmes pendant si longtemps, de rentrer dans une case, t'es trop grosse, t'es trop maigre, t'es pas assez grande, t'es trop blonde, donc voilà, il y a plein de codes qui ont été imposés, notamment aux femmes. Et moi, je pense que je suis une des réponses aujourd'hui qui dit, mais en fait, on peut être comme on veut, comme on l'entend,
s'accepter au naturel, se comporter naturellement sans essayer de prétendre et arriver et accepter et à gérer un bateau qui peut être un peu, qui commence à devenir un paquebot, mais ça va, on n'est pas encore... Donc, Trop rapide. non, il commence à ralentir. Ça, c'est un truc qui me frustre énormément parce que quand on a 50 personnes, on prend moins les décisions dans l'impulsivité du moment en se disant ça passe ou ça casse. Là, sur les côtés, ça commence à frotter, donc il faut faire attention. Donc tout ça pour dire que dans un monde en 2026 où on peut, grâce aux réseaux sociaux, s'afficher comme on est et être apprécié pour ce qu'on est, ce serait dommage de prétendre d'être quelqu'un d'autre. Je vous confirme qu'on était à côté de la raclette tous les deux vendredi Ah oui, soir. ouais. On était tout à fait de la même façon qu'Alice ce soir. La raclette témoignera. Voilà. Alors, pour les questions, parce que... Attends, peut-être juste un dernier point sur justement le côté très investissement, parce que tu as parlé, je pense, de tous les stéréotypes, notamment de genre, aux femmes, par rapport à l'apparence, par rapport à plein de choses comme ça. C'est quoi ta vision du marché de l'investissement en France? Je parle de l'investissement dans l'économie réelle, hein. Je ne te parle pas de l'immobilier, du machin, du truc ou du bidule, même si j'imagine que l'immobilier c'est un peu réel aussi, mais en tout cas dans des PME avec des vrais gens qui travaillent. Déjà, le problème des fonds d'investissement, c'est qu'il n'y a personne autour de la table, tout le monde se ressemble et il n'y a pas de prise de hauteur. C'est-à-dire que moi, je n'existais pas à leurs yeux, ils ne m'avaient même pas repéré alors que je faisais 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, 17 ans. Voilà, donc j'avais une boîte bénéficiaire qui faisait 17 millions d'euros de chiffre d'affaires et ils ne savaient même pas qui j'étais. Ils ne savaient même pas que j'existais. Donc on a un problème quelque part. Donc il faut se poser des questions, il faut se poser les bonnes questions, il faut aller regarder ce qui marche. Il faut vivre dans la réalité, il ne faut pas vivre déconnecté. Et je pense que c'est tout l'intérêt des business angels, c'est qu'ils ont quand même un pied dans la réalité, puisque ce sont des dossiers de proximité qui leur parviennent. Quand on croise quelqu'un à un dîner et qu'on dit tiens je vais investir alors qu'ils font des brosses à dents, on se dit mais c'est parce qu'il faut garder une proximité avec le terrain. Il faut regarder ce qui se fait sur les réseaux sociaux, il faut regarder ce que les jeunes apprécient. Par exemple, nous, dans les cours d'école, il y a plein d'enfants, 13-14 ans, elles achètent, elles demandent à leurs parents secret de Loli. Les parents me disent mais j'achète pour ma fille, mais c'est ma fille qui m'a parlé de vous. Donc je pense que c'est très très important de rester connecté à la réalité et aux vrais gens et pas se dire bon alors on cherche la boîte idéale avec un profil idéal, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des grandes écoles, une école de commerce, qui sait faire un prévisionnel. Je vous arrête tout de suite. Je sais juste faire 1 + 1, ça fait 2. Et quand je ne fais pas d'argent, je le vois vite. Vous voyez, pour moi, c'est... Voilà, c'est... C'est pas si basique que ça, parce qu'on vient de vivre un débat budgétaire à l'Assemblée nationale où c'est pas complètement évident que tout le monde ait compris ça. En fait, c'est exactement ce que je vous dis. Un entrepreneur sait gérer un budget. Normalement, il sait faire de l'argent ou il sait ne pas en perdre, à minima. Et donc, quand les comptes sont pas bons, les comptes sont pas bons. Et en fait, je pense aussi que les gens ont quelque chose de biaisé en se disant on a investi de l'argent sur des boîtes qui crament de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Sur des boîtes qui perdent de l'argent. Il faut revenir sur un sens, sur quelque chose qui a du sens. D'accord? C'est-à-dire que non, on n'est pas censé perdre de l'argent, on est censé en gagner ou à minima être à l'équilibre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu en as parlé tout à l'heure en introduction, c'est qu'on est toujours en train de chercher la boîte, la nouvelle idée. Il n'y a pas de nouvelle idée. Des shampoings, il y en avait au supermarché. La différence, c'est de l'exécution. La différence, c'est avec la communication. La différence, ça va être ça, en fait, qui va faire qu'un projet va fonctionner et l'autre non. Il y a la façon d'exécuter le projet. Et la troisième chose, c'est qu'on cherche toujours des nouvelles boîtes, mais arrêtons de chercher des nouvelles boîtes. Il y a effectivement plein d'hommes blancs, cinquantenaires, d'autant plus, à qui il reste des cheveux, ou pas. Ça dépend. Ça dépend de l'angle de vision, ça. Et des femmes aussi, mais moins, qui arrivent aujourd'hui à plus de 55 ans ou qui approchent la soixantaine et qui se retrouvent avec des boîtes qui crachent du cash et qui n'ont personne pour les reprendre parce qu'ils sont dans les territoires. C'est le moment d'éduquer les gens au LBO, à la transmission de leur boîte. C'est le moment d'éduquer les gens qui cherchent la bonne idée. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un peu d'oseille, mais qu'est-ce que je peux faire? Je veux lancer la dernière couverture de téléphone ou la dernière valise 4 roues. Non, arrêtez. Allez chercher des boîtes qui font de l'argent et dont les repreneurs vont devoir mettre la clé sous la porte parce qu'ils partent à la retraite. Et aux États-Unis, ça se fait déjà.
il y a des machines à cash qui se font reprendre pour bien moins cher, parce qu'il n'y a personne qui veut les reprendre. Mais en vrai, c'est là où il faut aller investir. Il faut aller investir sur les boîtes qui fonctionnent, les boîtes qui sont rentables, déjà. Arrêtons d'investir dans des boîtes qui ne sont pas rentables et qui sont déjà en activité. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Bravo. Et une dernière question quand même. Parce que si on prend du recul, j'ai fait rentrer un fonds en 2022, la boîte existait depuis 2009. Disons-nous bien que l'univers aujourd'hui entrepreneurial, c'est pas juste des startups. Arrêtons de chasser la startup nation. Bon, il était très en colère Macron le jour-là quand il ah la startup nation. Mais en vrai de vrai, c'est les PME qui font la France. Voilà, la PME Nation. Alors en conclusion, si tu voyais deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années, métisses qui se lancent dans la vie, qui ont besoin de... Je te parle de mes filles, hein, c'est pour ça. Qui sont là-bas. Qui ont envie comme ça de se lancer, qui ont des idées, etc. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Mettez de côté une somme que vous êtes prêt à perdre. Parce qu'en fait, je pense que ça, c'est important de se dire que... Tu veux dire qu'il ne faut pas qu'elles dépensent tout leur argent? Ce que je dis, c'est que quand on se lance, il faut accepter de perdre. Ça, c'est la première chose. Donc, si ça vous fait quelque chose et que vous tremblez, vous prendrez que des décisions dans la peur. J'ai peur d'eux. Attention si je fais ça. Vous voyez? Donc, acceptez de perdre. Voilà, point. Moi, encore aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé, je pense que Katia me confirmera. Des fois, je dis, si ça s'arrête demain, eh ben, je recommencerai. Si ça s'arrête demain, je trouverai autre chose. Si ça s'arrête demain, j'aurai un plan B. Au pire des cas, voilà, je ferai du conseil ou peut-être que je serai animatrice des ventes. On ne sait pas. Je serai extrêmement bien positionnée pour faire animatrice des ventes commerciales. On ne sait pas. Donc pour moi, c'est hyper important de se dire, n'ayez pas peur, acceptez de perdre sur le chemin. Et en fait, quand on part avec ce mindset, eh ben, on a tendance à prendre, vous savez, à faire preuve de plus d'audace. Parce que du coup, on est moins retenu par le syndrome de la peur. Ça, c'est hyper important d'enlever ça. Voilà. Et si on perd, alors je sais que ça peut paraître terrible, mais si on perd 1 500 €, 2 000 €, 10 000 €, on aura tiré de telles leçons qui nous épargneront bien des millions dans la boîte qu'on aura et qui aura du succès. Bravo.